Ma femme a exigé que je garde les 2 enfants de sa sœur tout le week-end pour qu'elle puisse aller faire la fête. Quand j'ai dit non, elle m'a posé un ultimatum. Alors, je lui ai remis les papiers du divorce. Quand ma femme, Bérénice, m'a posé cet ultimatum, je ne savais pas que j'étais sur le point de prendre la meilleure décision de ma vie. Elle a exigé que je garde les enfants de sa sœur. Je l'avais déjà fait 2 fois. Les 2 fois ont été un désastre. J'ai dit que cela n'arriverait plus. Elle a explosé, m'a traité d'inutile dans ma propre maison et m'a posé un ultimatum. 2 jours plus tard, je lui ai remis les papiers du divorce. Je m'appelle Maël, j'ai 32 ans. J'étais marié à Bérénice depuis 3 ans quand sa sœur est revenue dans la région et que tout a commencé à s'effondrer. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions solides. Le genre de mariage où l'on s'apprécie encore vraiment, vous voyez ? Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie qui ne nous a pas endettés. Une décision financière intelligente. D'ailleurs, je travaille dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise de distribution de taille moyenne et je gagne environ 75 000 € par an. Elle a 30 ans, travaille comme responsable de cabinet dans une clinique dentaire et gagne environ 40 000 €. Nous avons gardé nos finances séparées dès le début parce que nous sommes tous les deux des adultes et nous savons que mélanger les comptes peut vite mener à des complications. Elle avait son compte, j'avais le mien. Nous partagions le prêt immobilier et les factures au prorata de nos revenus. Ça fonctionnait bien. La maison est à moi. Je l'ai achetée 2 ans avant de la rencontrer, après avoir reçu une bonne prime. Et le marché immobilier n'était pas encore complètement fou. Le crédit était gérable. Bérénice a emménagé ici après le mariage, ce qui était logique, car elle louait un studio qui coûtait presque autant que mes mensualités. Sa voiture, cependant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Sa Renault Clio de 2009 est tombée en panne environ 6 mois après le mariage. La boîte de vitesse a lâché sur l'autoroute et l'a laissée sur la bande d'arrêt d'urgence pendant 3 heures. La réparation coûtait 3 000 € pour une voiture qui en valait environ 2500 cents. Je me suis porté co-emprunteur pour qu'elle puisse acheter une nouvelle voiture, car son dossier de crédit était moyen et elle avait besoin d'un bon taux. La carte grise était à nos 2 noms, mais je suis le titulaire principal. L'assurance est à mon nom. Retenez bien ça. Ça aura son importance plus tard. La vie était belle. Nous avions nos routines. J'allais à la salle de sport à 6 heures, elle dormait jusqu'à 7 heures. Je préparais le café, elle brûlait les tartines. Nous allions travailler, nous nous envoyions des messages pendant la journée, nous rentrions à la maison et nous parlions vraiment de nos journées. Les week-ends étaient consacrés à regarder des séries, essayer de nouveaux restaurants, rendre visite à mon ami Sylvain pour un match, des trucs de couple marié normal. Puis, il y a 6 mois, sa sœur a appelé. Joséphine, 33 ans, fraîchement divorcée, avec 2 enfants de 6 et 8 ans. Laissez-moi vous parler de ses enfants. Aurélien, 6 ans, a l'énergie d'un écureuil sous caféine et prend des décisions comme un joueur imprudent. Léonard, 8 ans, est encore pire. Il est à cet âge où il pense être plus intelligent que n'importe quel adulte et agit en conséquence. Ensemble, ils sont comme une catastrophe naturelle contre laquelle on ne peut pas se protéger. Joséphine vivait à l'autre bout de la France avec son 2e mari, mais le mariage a pris fin. Apparemment, il en a eu marre d'entretenir 3 personnes qui n'étaient pas les siennes et lui a posé un ultimatum. Elle a choisi les enfants, il a choisi la liberté, et soudain, elle réorganisait sa vie et revenait près de la famille, sauf que près de la famille signifiait la maison de ses parents. Et ils ont clairement fait savoir après une semaine que ce ne serait pas une situation permanente. Elle a donc loué un 3 pièces à environ 20 minutes de chez nous. La première visite a été calme. 1h30, les enfants se sont tenus à peu près tranquilles. Joséphine semblait stressée, mais elle gérait. Nous avons commandé une pizza. Les enfants ont regardé la télévision. Les adultes ont discuté. Normal. Typique de la famille. Bérénice était heureuse de retrouver sa sœur. Elles étaient proches dans leur enfance, mais s'étaient éloignées quand Joséphine avait déménagé. Lors de la 2e visite, une semaine plus tard, Aurélien a renversé une lampe. 50 € pour la remplacer. Léonard a décidé que mon canapé en cuir était un trampoline. Joséphine continuait simplement de faire défiler son téléphone, disant parfois des choses douces comme « Chérie,
parle moins fort, pendant qu'il testait toutes les limites possibles. À la troisième visite, sa sœur a demandé si nous pouvions garder les enfants quelques heures le samedi. Elle avait un entretien d'embauche. D'accord, pas de problème. On peut s'occuper de 2 enfants pendant quelques heures. À quel point cela pouvait-il être difficile? Ce samedi-là, j'ai appelé mon meilleur ami, Sylvain. Si je devais sombrer, je le ferais avec de la compagnie. Sylvain a 34 ans. Il travaille dans la vente d'assurance pour les professionnels, célibataires endurcis par choix. Il est arrivé avec un pack de boissons énergisantes et une expression de quelqu'un qui part à la guerre. Tu me dois une fière chandelle pour ça, a-t-il dit. Je te paierai les déjeuners pendant 1 mois, 2 mois. Marché conclu. Joséphine a déposé les enfants à midi. L'entretien était à 13 heures. Calcul étrange, mais peu importe. Dès que sa voiture a quitté l'allée, Aurélien a trouvé tous les objets fragiles de mon salon comme s'il s'agissait de missiles à tête chercheuse. Léonard a immédiatement exigé de la pizza, de regarder sa chaîne YouTube préférée et le mot de passe du Wi-Fi pour jouer sur sa tablette. Il est midi, j'ai dit. Tu viens de prendre ton petit déjeuner. J'ai faim. Tu as 6 ans. Tu as toujours faim. Ce n'est pas une urgence. Sylvain a regardé les enfants, puis moi. Ce sont les enfants qui ont failli casser ta télévision et tu as quand même accepté de les garder à nouveau. Ça semblait être une bonne idée à l'époque. Mec, tu as les instincts de survie d'un lemming. Sylvain regrettait déjà ses choix de vie. Je le voyais dans ses yeux. Nous avons essayé de les divertir avec un film. Nous avons trouvé quelque chose d'approprié pour leur âge sur Netflix. Nous les avons installés sur le canapé avec du popcorn. Ça a duré 12 minutes. Aurélien s'est ennuyé et a commencé à faire du parcours sur les meubles. Léonard a décidé que le popcorn était plus amusant à jeter qu'à manger. Sylvain a reçu un grain de popcorn dans l'œil. C'est un cauchemar, a dit Sylvain en retirant du popcorn de sa barbe. Un vrai cauchemar. Et nous sommes punis pour des péchés que nous n'avons même pas encore commis. Ça fait 40 minutes, on dirait 40 ans. Comment est-ce possible? Le temps ne fonctionne pas normalement près de ces enfants. Tu exagères. Je suis précis. Regarde ma montre. Je jure qu'elle recule. On ne tiendra jamais 4 heures. À un moment donné, Aurélien a découvert que s'il criait directement dans les coussins du canapé, ça faisait un bruit amusant. Il l'a fait pendant 20 minutes d'affilée, le visage enfoui dans les coussins en hurlant. Sylvain m'a regardé comme s'il planifiait mon meurtre. Pourquoi j'ai accepté ça, a demandé Sylvain. Parce que tu es un bon ami. Je suis en train de reconsidérer cette amitié. Léonard a trouvé mon enceinte Bluetooth, a connecté sa tablette et a commencé à jouer des vidéos à plein volume, des bruits de paix forts résonnant dans la maison. À la 2e heure, Aurélien a découvert ma boîte à outils dans le garage et a décidé de démonter mon vélo. Il a commencé à enlever des boulons avec une clé qu'il n'aurait pas dû pouvoir atteindre. Je l'ai trouvé avec la roue avant complètement détachée, l'air fier de lui. Je l'ai réparé. Il l'a redétruit. C'est la même chose. Léonard a passé son temps à provoquer Sylvain, lui demandant pourquoi il était si vieux, pourquoi il n'avait pas d'enfant, pourquoi sa barbe était si bizarre, s'il vivait dans la cave de sa mère. Le gamin avait un doctorat pour appuyer là où ça fait mal. Sylvain était à 2 doigts d'exploser. C'est illégal de laisser des enfants dans une caserne de pompiers s'ils ne sont pas les vôtres. Ils ont envahi le garde-manger et ont trouvé ma poudre de protéines. Aurélien a pensé que c'était du chocolat en poudre. Il s'est fait un milkshake avec de l'eau du robinet, mal mélangée. Il a versé la poudre dans un verre, a ajouté de l'eau et l'a bu. Il l'a immédiatement recraché partout par terre. De la poudre blanche partout dans la cuisine. J'ai pas aimé, a annoncé Aurélien. Ce n'est pas du chocolat, ce sont des protéines. Pourquoi tu as de la mauvaise poudre? Pourquoi tu l'as bu sans demander? Pas de réponse, juste un regard vide. À 15h30, Bérénice a envoyé un message. L'entretien de Joséphine s'est prolongé. Elle en aurait pour 2 heures de plus, au minimum. Peut-être 3. Tu avais dit 4 heures. Les plans changent. Je veux un nouveau meilleur ami. Nous avons commandé une pizza dans l'espoir de les calmer. Erreur.
Aurélien a mangé 2 bouchées et a déclaré que c'était dégoûtant. Léonard a mangé 4 parts et a annoncé qu'il était intolérant au lactose et qu'il avait mal au ventre. Il n'était pas intolérant. Vers 17h, Aurélien a trouvé des marqueurs permanents dans le tiroir de mon bureau. Il a dessiné sur lui-même, visage, bras, ventre. Il ressemblait à un petit prisonnier tatoué. Sylvain a tellement ri qu'il pouvait à peine respirer. J'ai pris des photos pour avoir des preuves si nécessaire. Ta belle-sœur va adorer ça. J'ai envoyé un message à Bérénice. Sa réponse, oh non. Très utile. Puis Léonard a découvert que la boîte à outils était toujours accessible et a essayé de réparer la porte d'un placard de cuisine, desserrant 3 charnières avant que je ne l'attrape. La porte est tombée complètement. Il m'a regardé comme si c'était de ma faute. J'aidais, a-t-il dit. Tu as détruit. Elle était déjà cassée. Elle ne s'est cassée que quand tu l'as touchée. Pas de réponse, il est juste parti. Sylvain était assis par terre, vaincu. Ça forge le caractère, a-t-il murmuré. Ça me renforce en tant que personne. Tu n'as pas l'air convaincu. Je ne le suis pas. Elles sont finalement parties à 18h30. 6h30. Joséphine est apparue, l'air frais comme si elle sortait d'un spa. Cheveux faits, maquillage parfait, nouveaux vêtements. Elle a dit que l'entretien avait été génial. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Les enfants ont détruit mon salon, démonté mon vélo et traumatisé Sylvain. Après leur départ, Sylvain s'est tourné vers moi. Plus jamais. D'accord. Je suis sérieux. Il pourrait être en feu. Et ces enfants sont les seuls à avoir de l'eau. Même là, je ne le referai pas. Compris. J'ai besoin de nourriture, de plusieurs hamburgers et peut-être d'une thérapie. Bérénice a trouvé ça adorable que j'ai aidé. Elle a dit que Joséphine était vraiment reconnaissante. J'ai dit que c'était une seule fois. Elle a répondu, bien sûr, je ne te le demanderai pas à nouveau, sauf en cas d'urgence. 2 semaines plus tard, une autre urgence. Joséphine a appelé un jeudi soir. Elle avait un rendez-vous galant. Le premier depuis le divorce. Elle en avait vraiment besoin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, garder les enfants samedi? Juste quelques heures. Elle le méritait. Elle avait traversé tellement de choses. Bérénice m'a fait les yeux doux. Allez, juste une fois de plus. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai appelé Sylvain. Pas question. Allez, mec, j'ai besoin de renfort. J'ai dit et plus jamais. Je le pensais. Je l'ai tatoué sur ma poitrine maintenant. Plus jamais de babysitting au point. Tu n'as pas de tatouage. Je vais en faire un dès que j'aurai raccroché. Je te paie tes déjeuners pendant 3 mois. 4 mois et tu paies ma thérapie. Marché conclu. Le samedi est arrivé comme un jour d'exécution. Sylvain s'est pointé, l'air de s'être préparé au combat. Il avait apporté sa Nintendo Switch. Il pensait les soudoyer avec des jeux vidéo. Pensée intelligente. Joséphine a déposé les enfants à 14h. Elle a dit qu'elle serait de retour à 18h, 19h au plus tard. Elle ment, a dit Sylvain dès qu'elle est partie. Et nous savions tous les deux qu'il avait raison. Léonard a immédiatement exigé la Nintendo Switch de Sylvain. Sylvain a dit, c'est à moi. Léonard s'est jeté par terre et a commencé à hurler. Pas pleurer, vraiment hurler. Aurélien a vu ça et a décidé de se joindre à lui par solidarité. 2 enfants hurlant sans raison, juste parce qu'ils le pouvaient. Mes voisins ont certainement dû appeler la police. J'en suis sûr. Nous avons réussi à les calmer en leur offrant des collations, des fruits, des biscuits, du jus, en essayant d'être responsables. Ils ont mangé pendant 10 minutes. Puis Aurélien a annoncé qu'il devait aller aux toilettes. Je l'ai emmené à l'étage. Il s'est enfermé et a refusé de sortir, chantant sans arrêt pendant 20 minutes, juste des sons insensés. Pendant ce temps, Léonard a trouvé un marqueur permanent. Ne me demandez pas où il l'a eu. Les enfants ont un 6e sens pour la contrebande. Il a décoré ma table de salle à manger. Il a dessiné ce que je suppose être un dinosaure, mais qui ressemblait à un démon en pleine crise existentielle.
Sylvain a essayé de nettoyer avec un produit ménager, ce qui a aggravé la situation. Il y a maintenant une tache grise sur toute la surface qui donne l'impression que quelque chose de terrible s'y est produit. Je déménage en Suisse, a dit Sylvain en regardant la table détruite. Aurélien est finalement sorti de la salle de bain. Il a annoncé qu'il s'ennuyait. Il a commencé à ouvrir tous les placards, tiroirs et penderies de la maison. Il a trouvé mon album de photos de mariage. Il l'a sorti. Il l'a laissé dans le garage sous la pluie qui a commencé 10 minutes plus tard. Mes photos de mariage étaient trempées. Sylvain m'a regardé. C'est un signe, mon pote. Quand un enfant de 6 ans détruit tes photos de mariage, l'univers est en train de te hurler un message. Vers 16 heures, nous avons essayé de mettre un autre film. Ils ont tenu 7 minutes cette fois-ci, d'une manière ou d'une autre pire que la première tentative de babysitting. Aurélien a commencé à pleurer parce que sa mère lui manquait. Léonard lui a dit de se taire. Aurélien lui a donné un coup. Léonard a répliqué plus fort. Maintenant, il se battait. C'était une scène chaotique dans mon salon. Nous les avons séparés. Un dans le salon, l'autre dans la cuisine. Aurélien a immédiatement ouvert le réfrigérateur, a sorti des choses et les a laissées sur le plan de travail. Mayonnaise, ketchup, tout ouvert. Léonard a mis la télévision à plein volume et a commencé à changer de chaîne à une vitesse épileptique. Nous sommes dans un cauchemar, a dit Sylvain. Un vrai cauchemar. Ça, c'est déjà établi. À 17 heures, Léonard a annoncé qu'il avait de nouveau faim. Nous venions de le nourrir il y a 1 heure. Nous lui avons fait un sandwich, il a pris une bouchée, a dit que c'était dégoûtant et l'a jeté contre le mur. Du beurre de cacahuète et de la confiture partout. Aurélien a trouvé ça amusant et a jeté sa brique de jus. Maintenant, du jus coulait le long du mur de la cuisine. Je n'aurai jamais d'enfant, a annoncé Sylvain pour la 3e fois. Je vais prendre rendez-vous pour une vasectomie. Lundi, 1re heure. 18 heures sont passées. Rien. 19 heures, rien. Bérénice a envoyé un message disant que le rendez-vous de Joséphine se passait très bien, qu'elle serait en retard. Peut-être jusqu'à 21 heures. Je vais pleurer, a dit Sylvain. Vers 20 heures, Aurélien a trouvé mon ordinateur portable, l'a ouvert et a commencé à appuyer sur des touches au hasard. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à changer les paramètres d'affichage en coréen. Je ne sais toujours pas comment. Léonard a de nouveau découvert mon enceinte Bluetooth. Il l'a connecté à quelque chose. Il a commencé à jouer ce qui ressemblait à du death metal ou à des cris. Difficile de faire la différence. À 21 heures, ma maison ressemblait à une scène de crime. De la nourriture éparpillée, des jouets par terre, des meubles déplacés, des taches mystérieuses sur des surfaces que je ne pouvais pas identifier. Sylvain était assis par terre, fixant le vide, en pleine crise existentielle. On pourrait juste sortir, a-t-il dit. Sortir et les laisser se débrouiller. C'est illégal. Sérieusement, tu es sûr? L'abandon de mineurs est mal vu. Tout ce qui est amusant est illégal. Joséphine est finalement apparue à 21h47, presque 22h, radieuse, comme si elle avait passé la meilleure soirée de sa vie. Elle a dit que le rendez-vous était incroyable. Elle pensait qu'il pourrait être le bon. Après 3 semaines. Elle a demandé si les enfants avaient été sages. Bérénice a menti au téléphone. Dès qu'elles sont parties, Sylvain m'a regardé. C'est fini. Toute amitié que nous avions est terminée. Nous sommes quittes. Je vais bloquer ton numéro, déménager dans une autre région, changer d'identité. Tu n'es pas sérieux, mon pote. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Ce soir-là, j'ai dit à Bérénice que nous ne le referions plus. Jamais. Peu importe si c'est une urgence. Peu importe si l'appartement de sa sœur prend feu et qu'elle a besoin d'un endroit pour laisser les enfants pendant qu'elle combat les flammes. Nous ne le ferons pas. Elle est restée silencieuse. Elle a dit que j'exagérais. Ce sont des enfants. Ils traversent une période difficile avec le divorce. Nous devrions les soutenir. Je soutiens. J'ai soutenu 2 fois. J'en ai assez de soutenir. Ma maison est un chaos. Sylvain remet en question sa propre existence.
Mes photos de mariage sont détruites. Ma table a des taches de marqueurs permanents. J'en ai marre. C'est là que les choses ont commencé à changer. Joséphine a commencé à venir plus souvent. Pas avec les enfants, juste elle. Elle et Bérénice restaient dans notre salon pendant des heures à parler d'émancipation, d'indépendance et de vivre sa meilleure vie, quoi que cela puisse signifier. Puis elles ont commencé à sortir, des soirées entre filles pour se reconnecter. La première a eu lieu un mercredi. Ma femme est rentrée à minuit en parlant de combien c'était libérateur de se laisser aller. Elle avait oublié ses clés. Elle a dû me réveiller en frappant à la porte. Elle ne s'est pas excusée. D'accord, tout le monde a besoin de se détendre de temps en temps. La deuxième soirée entre filles a eu lieu le vendredi. Elle est rentrée à 2 heures du matin, trébuchant sur les meubles, jurant, riant d'elle-même. C'est devenu une habitude. Chaque semaine, parfois 2 fois par semaine, elle sortait faire la fête. Elle participait à ces cercles de développement personnel qui ressemblaient à une secte, mais qui étaient apparemment très bénéfiques. Bérénice a commencé à s'habiller différemment, pas mal, juste différemment. Plus de maquillage, des vêtements plus moulants, des talons hauts sur lesquels elle pouvait à peine marcher. Elle a commencé à parler différemment aussi. Beaucoup de phrases comme « je dois me prioriser et je découvre qui je suis vraiment ». La société impose tellement d'attentes aux femmes. C'est devenu l'explication pour tout. Elle a commencé à rentrer à la maison avec de nouveaux achats qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les relevés de cartes de crédit s'accumulaient sur le comptoir. J'ai vu des soldes de plus de 6 000 €, et ça continuait de grimper. Puis elle a arrêté de cuisiner. Simplement arrêté. Avant, elle préparait le dîner plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'était livraison ou je n'ai pas faim. Elle a arrêté de faire la lessive. Elle l'a laissé s'accumuler jusqu'à ne plus avoir rien de propre. Je n'allais pas le faire pour elle. Nous sommes des adultes. Très bien, alors je ferai ce que je veux. Puis la demande est arrivée. Joséphine avait de nouveau besoin d'aide avec les enfants. Elle sortait avec un type génial. Oui, un nouveau. Ils voulaient passer un week-end ensemble. Pouvons-nous s'il vous plaît garder les enfants? Juste samedi et dimanche. Elle paie. Non, j'ai dit. Quoi? Non, nous ne le ferons pas. Le visage de Bérénice a changé. Il est devenu froid. C'est juste un week-end. Ce sont 2 jours entiers avec 2 enfants qui détruisent tout ce qu'ils touchent. Négatif. C'est ma sœur. Elle a besoin d'aide. Alors garde-les toutes seules. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que j'offre mon temps sans me demander d'abord. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je sacrifie mon week-end après que ces enfants ont détruit la maison. Elle a essayé de me culpabiliser. Ils ont traversé tellement de choses. Les enfants se comportent mal quand ils font face à un traumatisme. Joséphine essaie d'aller de l'avant. Nous devons soutenir la famille. J'ai soutenu 2 fois. J'en ai assez de soutenir. Tu es égoïste. Je suis clair. C'est non. C'est ma limite. Ça ne lui a pas plu. Elle est allée dans la chambre, a claqué la porte. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Quand elle a finalement parlé, c'était pour me dire à quel point elle était déçue de moi, qu'elle attendait plus de son mari, qu'un vrai partenaire assumerait ses responsabilités. Un vrai partenaire respecterait les limites, ai-je dit. Elle avait fait une erreur. Je lui avais donné des munitions. Le mardi suivant, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Bérénice, Joséphine et ma belle-mère Geneviève assises dans le salon. Style intervention, m'attendant. Nous devons parler, a dit Geneviève. Génial. Joséphine a commencé avec son histoire triste. Comment sa vie est difficile. Combien elle sacrifie. Qu'elle voulait juste quelques heures de bonheur. Geneviève a enchaîné avec l'obligation familiale et le soutien mutuel. Bérénice est juste restée assise, les bras croisés, me regardant comme si j'étais le méchant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être une mère célibataire. C'est vrai, parce que ce ne sont pas mes enfants, ai-je dit à Joséphine. Geneviève a laissé échapper ce soupir déçu. Quand j'ai élevé mes filles, nous croyions à l'entraide. Alors, gardez-les. C'est votre famille aussi.
J'ai mon club de lecture et mon aquagym. Donc, vous êtes occupé? Moi aussi. Joséphine a commencé à pleurer. Elle a dit que j'étais cruel, qu'elle ne s'attendait jamais à ça de ma part. Bérénice lui a pris la main et m'a lancé un regard de dégoût. Elles ont essayé pendant 30 minutes de plus. Je me suis assis et je les ai laissées parler toutes seules. Finalement, j'ai dit, si nous avons terminé ici, j'ai des choses à faire. Elles sont parties. Geneviève m'a regardé comme si j'avais trahi la famille. Cette nuit-là, Bérénice a dormi dans la chambre d'amis. Les choses ont empiré après ça. Elle a commencé à sortir plus, 3, 4 fois par semaine, rentrant de plus en plus tard. J'ai arrêté de lui demander où elle avait été. Elle a arrêté de me le dire. Nous passions des nuits entières sans parler, coexistant simplement dans le même espace, comme des colocataires qui ne se supportent pas. Joséphine continuait d'appeler, de demander. Bérénice continuait de remettre le sujet sur la table. Je continuais de dire non. C'est devenu un cycle. Plus je refusais, plus ma femme s'éloignait. Plus sa sœur l'influençait, plus elle changeait. Elle a commencé à parler de la façon dont le mariage ne devrait pas limiter la croissance personnelle, comment elle se sentait piégée par les attentes, comment elle avait besoin de s'explorer en dehors de son rôle d'épouse, toutes des phrases qui semblaient sortir directement de la bouche de Joséphine. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un mardi ordinaire. Nous étions tous les deux à la maison, chose rare ces derniers temps. Je regardais la télé. Elle était sur son téléphone, envoyant des messages à Joséphine. Pendant 40 minutes d'affilée, je pouvais voir l'écran du coin de l'œil. Beaucoup d'émojis qui roulent des yeux. J'ai demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Question simple. Je ne sais pas, a-t-elle dit, sans quitter son téléphone des yeux. Ce que tu veux. Chinois. Bien. J'ai commandé. C'est arrivé 30 minutes plus tard. Nous avons mangé en silence aux extrémités opposées du canapé, elle toujours sur son téléphone. Puis, soudain, elle a recommencé à parler du fait que sa sœur avait besoin d'aide ce week-end. J'ai déjà dit non. Tu es ridicule. Je suis clair. Non, tu es égoïste. Tu es puéril. Grandis et aide ta famille. Quelque chose dans son ton, le mépris, le dédain, comme si j'étais en dessous d'elle. Pardon? Tu as entendu. Arrête d'être puéril, arrête d'être inutile. Assume un peu et sois un homme pour une fois. Voilà le manque de respect que j'attendais, la ligne rouge était franchie. J'ai posé ma nourriture sur la table, je l'ai regardée, j'ai pris une profonde inspiration. Répète ça. Quelle partie? La partie où tu m'as manqué de respect dans ma propre maison. Ta maison. C'est vrai. Ta maison, tes règles, à ta façon. Dieu nous en préserve si j'ai une opinion. Tu as le droit d'avoir une opinion, mais pas de me manquer de respect. Elle a ri. Te manquer de respect. Tu manques de respect à toute ma famille depuis des semaines. Mais bien sûr, j'ai blessé tes sentiments. Pauvre petit. Je me suis levé, j'ai pris mes clés. Je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à chez Sylvain. Il m'a regardé et a su que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Il a hoché la tête. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Tu es sûr? Oui. Dis-le à voix haute. J'en ai marre. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai dormi sur le canapé de Sylvain. Le lendemain, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Oui, j'avais vraiment décidé. J'ai eu une consultation téléphonique. J'ai expliqué la situation. Il a dit qu'avec des finances séparées, pas d'enfants et la maison à mon nom, ce serait simple. J'ai fait préparer les papiers. Je suis rentré à la maison le jeudi après-midi pendant qu'elle était au travail. J'ai étalé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Propre, organisé, impossible à ignorer. J'ai laissé une note dessus. C'est fini. Les papiers sont sur la table. Tu as jusqu'à dimanche pour prendre tes affaires. Les clés de la voiture aussi. J'ai pris des photos de tout pour la documentation.
J'ai pris mes affaires essentielles, je les ai chargées dans ma voiture, je suis retourné chez Sylvain et j'ai attendu. Elle a appelé à 17h40. 19 appels manqués en 12 minutes. Je n'ai répondu à aucun. Puis les textos ont commencé, de vrais romans. De quoi tu parles? Tu es sérieux? Tu jettes 3 ans par la fenêtre pour rien. Mon téléphone vibrait tellement qu'il est tombé de la table basse. Mec, a dit Sylvain en voyant le téléphone par terre, elle pète un câble. Bien. La messagerie vocale a commencé vers 19h. D'abord en pleurant, me suppliant de la rappeler. Ensuite, en colère, disant que j'étais un lâche de ne pas l'affronter. Troisièmement, avec Joséphine en arrière-plan, lui dictant quoi dire. Je l'ai parfaitement entendu. Dis-lui qu'il fait une erreur. Dis-lui que vous ferez une thérapie de couple. N'ai rien répondu. À 20h30, elle s'est pointée à l'appartement de Sylvain, frappant à la porte, pleurant, criant. Il ne veut pas te parler, a dit Sylvain. C'est entre mon mari et moi. Plus maintenant. C'est fini. Elle a essayé de le bousculer. Sylvain est costaud. Elle n'est pas passée. Elle est restée dans le couloir, perdant le contrôle, disant qu'elle ne voulait pas ça, qu'elle était stressée, que nous pouvions arranger les choses. Elle est finalement partie. Elle a appelé 17 fois de plus cette nuit-là. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Le vendredi matin, je suis retourné à la maison. Elle était au travail. J'ai changé toutes les serrures. Toutes. Puis j'ai commencé à emballer ses affaires, tout ce que j'ai pu trouver, vêtements, chaussures, maquillage, produits d'hygiène, cette stupide décoration murale qu'elle avait insisté pour mettre dans la cuisine et qui disait vivre, rire, aimer. Je l'ai trouvée au fond du garde-manger, où je l'avais cachée il y a 6 mois. Dans un carton. 23 cartons au total. J'ai étiqueté chacun d'eux. J'ai trouvé quelques trucs qui m'ont irrité. 3 colis Amazon que j'avais payés, des boîtes d'abonnement débitées sur ma carte, son profil Netflix passé en premium sur mon compte sans me le demander. Des petites choses qui, additionnées, montraient à quel point tout avait été unilatéral. Samedi, Joséphine s'est pointée. Pas avec les enfants, juste elle. Elle a commencé à marteler ma porte. Je n'ai pas ouvert. Elle est restée dehors à crier pendant 15 minutes. Elle a menacé d'appeler la police. J'ai crié en retour que c'était une violation de propriété privée et que j'avais déjà appelé. Elle est partie. Dimanche après-midi, elles sont venues ensemble, Bérénice, Joséphine et Geneviève. La triple menace. J'ai ouvert la porte, j'ai montré les cartons dans le garage. Tout est là. Prenez-les et partez. Joséphine a immédiatement commencé. Tu es pathétique. Ma sœur mérite mieux. Alors elle n'aura aucun mal à le trouver. Geneviève a essayé de raisonner. Vous devriez parler. Le mariage, c'est du travail. Je n'ai pas cédé. On m'a manqué de respect et j'ai pris une décision. Les cartons étaient là. Elles ont pris les cartons. 3 voyages. Pendant tout ce temps, Bérénice pleurait, essayant d'attirer mon attention. Je n'ai pas cédé. Quand elles ont fini, j'ai fermé la porte du garage. Attends, a-t-elle dit, on peut parler. Il n'y a rien à dire. C'est fini. Je changerai, s'il te plaît. Tu as eu 3 ans. Tu as choisi des conséquences différentes. Elles sont parties. Lundi. La campagne de diffamation a commencé. Joséphine a posté sur les réseaux sociaux des messages sur les maris émotionnellement abusifs et les pervers narcissiques. Elle a tagué Bérénice, avec suffisamment de détails pour que nos amis communs comprennent. J'ai reçu des messages en moins d'1 heure. Des gens prenant parti sans connaître toute l'histoire. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon avocat. Mardi, Joséphine a appelé mon travail. Mon patron a immédiatement coupé court. Il a dit que si elle rappelait, il porterait plainte pour harcèlement. Elle a envoyé un email. Il me l'a transféré avec une documentation complète. Je l'ai transféré à mon avocat. De mercredi à vendredi, plus de harcèlement. Des avis 1 étoile sur Google pour mon entreprise mentionnant mon nom. Mon patron a réussi à les faire retirer.
Quelqu'un a jeté des œufs sur ma maison. La caméra de sécurité a tout enregistré. J'ai gardé les images. Vendredi soir, quelqu'un a posté mon adresse résidentielle sur un groupe Facebook. Adresse complète, photo de ma maison. Mon avocat a dit que nous avions de quoi obtenir une ordonnance de protection, mais j'ai dit, attendons. Samedi, Joséphine s'est pointée chez moi. Elle est restée dans mon jardin à crier que j'avais ruiné la vie de sa sœur. J'ai filmé depuis la fenêtre. Les voisins sont sortis pour voir. Quelqu'un a menacé d'appeler la police et elle est partie. 3 heures plus tard, Geneviève est apparue. Approche indifférente. Elle a frappé poliment à la porte. Ça va trop loin, a-t-elle dit. Je suis d'accord. Dites à votre fille d'arrêter le harcèlement. Je te parle. Tu divorces de ma fille pour une dispute. Elle m'a manqué de respect. J'ai pris une décision. Conséquence. La famille pardonne. Je ne fais plus partie de la famille. Elle est partie. Dimanche. C'était calme, suspectement calme. J'ai passé la journée à organiser les preuves, capture d'écran, vidéos, journaux d'appel, tout. Sylvain est passé le soir. Tu penses que c'est fini? J'en doute. Il avait raison. Le mercredi suivant, Bérénice a envoyé un message. Elle a dit qu'elle acceptait le divorce, mais qu'elle gardait la voiture, qu'elle était à elle. Elle en avait besoin pour le travail. J'ai répondu, la voiture est à nos deux noms. Je suis le propriétaire principal. L'assurance est à mon nom. La voiture doit être rendue ou je dépose une plainte pour vol. Tu ne ferais pas ça. Regarde-moi faire. Jeudi. Elle ne l'avait toujours pas rendue. J'ai appelé la ligne non urgente du commissariat. J'ai expliqué la situation. Divorce en cours, voiture à mon nom. Elle refuse de la rendre. Ils ont dit que je pouvais la signaler comme véhicule volé. Je l'ai fait. 2 heures plus tard, la police est arrivée à l'appartement de Joséphine, où elle logeait, et a récupéré la voiture. Bérénice m'a appelé en hurlant. Elle a dit que je l'avais humiliée. Que j'avais détruit sa vie. Tu aurais dû rendre la voiture. Elle est revenue chez moi plus tard dans la soirée, suppliant à travers la porte qu'elle n'avait aucun moyen d'aller au travail. J'ai répondu à travers la porte, Uber existe. Vendredi. Joséphine a appelé d'un autre numéro. Tu es un perdant. Ma sœur est mieux sans toi. Génial. Alors elle devrait être heureuse du divorce. J'ai raccroché. Le divorce a suivi son cours. Mon avocat a dit que c'était l'un des cas les plus simples qu'il ait jamais traités. Il ne restait plus qu'à attendre. À la 3e semaine, j'ai appris par des amis communs que les choses n'allaient pas bien pour Bérénice. Le nouveau petit ami de Joséphine n'a pas duré. Apparemment, il en a eu marre que Joséphine amène les enfants à tous les rendez-vous et a abandonné après 3 semaines. Il a dit qu'il ne voulait pas jouer le rôle de beau-père. Maintenant, Joséphine était surchargée par ses responsabilités de mère célibataire, sans système de soutien et avec peu d'options. Et devinez qui est devenue la baby-sitter d'urgence? Bérénice. Chaque week-end, Joséphine laissait Aurélien et Léonard avec elle. Elle passait maintenant tous ses week-ends dans l'appartement exigu de sa sœur à s'occuper de 2 enfants qui détruisaient tout. Un collègue de Bérénice m'a contacté. Il a dit qu'il était inquiet. Mon ex-femme avait manqué le travail 3 fois en 2 semaines, était arrivée en retard plusieurs fois, avait fait des erreurs dans les plannings des patients. Le dentiste l'avait convoquée pour une discussion. Un incident de plus et elle serait mise à pied. Le collègue a dit, « Je sais que vous êtes en train de divorcer, mais je pensais que tu pourrais encore t'en soucier. » Je m'en souciais, juste pas assez pour faire quelque chose. À la 4e semaine, j'ai appris qu'elle avait été licenciée du cabinet dentaire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est d'être arrivée avec 30 minutes de retard, 3 jours de suite. Elle ne supportait plus la pression. Elle a complètement perdu ses revenus. Les publications sur les réseaux sociaux sont devenues plus tristes. Des citations sur la trahison et le cœur brisé. Des photos avec des légendes comme « prendre soin de soi et me retrouver ». Des photos d'elle et Joséphine avec des légendes sur la sororité et comment les hommes vont et viennent, mais la famille est éternelle. Le désespoir était palpable.
Joséphine publiait aussi de longues tirades sur la masculinité toxique et l'abus émotionnel. Dans les commentaires, certains la soutenaient, d'autres dénonçaient la manipulation évidente. Puis j'ai appris par Sylvain, qu'il a entendu d'un ami commun, que les sœurs avaient eu une grosse dispute. Joséphine avait besoin d'être couverte pour un rendez-vous. Elle a exigé que Bérénice garde les enfants ce soir-là. Bérénice a dit qu'elle avait des projets. Joséphine a explosé. Elle a dit qu'elle avait tout sacrifié pour soutenir Bérénice pendant le divorce. Maintenant, elle ne pouvait pas lui rendre un simple service. Elle l'a traité d'égoïste, d'ingrate, exactement comme son ex-mari. Cette dernière partie a apparemment fait très mal. Elles ne se sont pas parlé pendant 4 jours. Puis Joséphine s'est excusée. Elle a dit qu'elle était stressée. Bérénice lui a pardonné. Et le cycle a continué. Puis l'appel désespéré est arrivé. Mon téléphone a sonné. J'ai ignoré. Il a sonné encore et encore, 4 fois en 10 minutes. J'ai finalement répondu à la 5e. Oui. C'était elle. Sa voix était petite, brisée, presque méconnaissable, comme si elle avait pleuré pendant des heures. J'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'avais tort. Je veux revenir. Je ferai n'importe quoi. Voilà. Sa vie s'était effondrée et soudain, je semblais à nouveau bien. Soudain, le gars qu'elle traitait d'inutile était exactement ce dont elle avait besoin. Non. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi, je changerai, je couperai les ponts avec ma sœur, je mettrai des limites. Reprends-moi, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Le divorce sera prononcé dans 6 jours, ai-je répondu. Mais je t'aime encore. Ça ne veut rien dire. Tu aurais dû y penser avant de me manquer de respect dans ma propre maison, avant de choisir ta sœur plutôt que ton mariage. Je ne le voulais pas. J'étais stressé. Elle était tout le temps dans mon oreille. S'il te plaît. Au revoir. J'ai attendu. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, j'ai tout bloqué. Réseaux sociaux, téléphone, email. C'était fini. Le jugement du divorce a été prononcé. J'ai reçu la notification de mon avocat à 14h15. C'est fait. Vous êtes officiellement divorcé. Félicitations. Les papiers arriveront dans 5 à 7 jours ouvrables. J'ai envoyé un message à Sylvain. C'est officiel. Dîner ce soir? Bien sûr. Ce soir-là, nous sommes allés à notre restaurant habituel. Nous avons mangé, célébré la liberté. Après ça, la vie a continué. J'ai continué à travailler, à m'entraîner, à sortir avec Sylvain, à mieux dormir, à mieux manger. La maison semblait plus grande sans toutes ses affaires, plus silencieuse, paisible. J'ai réorganisé le garage. J'ai finalement terminé ce projet que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai construit des étagères, j'ai tout mis en ordre, je me sentais bien. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste pour rencontrer des gens. Quelques rendez-vous, rencontrer des personnes intéressantes, sans pression, sans drame, juste des conversations décontractées avec des adultes qui respectaient les limites. 6 semaines après le divorce, un samedi ordinaire, Sylvain est venu voir le match. Nous avons commandé des ailes de poulet et nous nous sommes installés. Environ 20 minutes après le début du match, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. « Tu attends quelqu'un ?» a demandé Sylvain. Non. Les coups ont continué, puis la sonnette, puis les deux en même temps, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Sylvain a regardé par le Judas. C'est ton ex et elle a l'air hors de contrôle. N'ouvre pas, mec. Elle ne partira pas. Elle a ce regard de folle. Plus de coups maintenant. Elle criait. Je sais que tu es là. Ta voiture est dans le garage. Ouvre la porte. Sylvain m'a regardé. Tu veux que je m'en occupe? Allons-y ensemble. Nous avons ouvert la porte. Elle était en piteux état. Cheveux en désordre, maquillage qui avait coulé, portant un sweatshirt taché, les yeux rouges et gonflés. Elle avait pleuré pendant longtemps. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non.
S'il te plaît, juste 5 minutes. 2 minutes. Elle a immédiatement commencé à pleurer. Effondrement total. Elle a dit qu'elle avait fait une énorme erreur. Elle a dit que Joséphine lui avait empoisonné l'esprit. Elle a dit qu'elle avait réalisé trop tard que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je l'ai laissé se vider. Le temps est écoulé. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Reprends-moi, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Nous étions bien ensemble. Nous étions heureux. Sylvain s'est avancé. Écoute, sans vouloir t'offenser, mais tu as eu ta chance. Tu as eu 3 ans avec un type bien qui te traitait bien. Tu as tout gâché parce que ta sœur t'a convaincu que ce n'était pas assez. Maintenant, tu es là à supplier parce que ta vie s'est effondrée et que tu as réalisé que tu avais fait une erreur. Trop tard. C'est entre mon mari et moi. Ex-mari, a corrigé Sylvain. Et honnêtement, tu as le culot de te pointer ici après tout ça. Puis Joséphine a eu l'audace de le traiter de perdant alors que sa propre vie est un chaos. Ma sœur me protégeait. Ta sœur t'entraînait vers le bas avec elle, a dit Sylvain. Le malheur aime la compagnie. Elle est divorcée 2 fois, s'enfonçant dans le chaos de la maternité célibataire, sortant avec des types qui ont abandonné en voyant qu'elle était un fardeau. Au lieu de gérer son propre désordre, elle t'a convaincu de ruiner ta vie aussi. Et tu es tombé dans le panneau. Sylvain a pris une bouteille d'eau, a bu une grande gorgée sur le seuil pendant qu'elle pleurait sur le porche. C'est incroyable, a-t-elle dit. 3 ans de mariage et c'est ce que je reçois. Et toi? Elle m'a regardé. Tu es vraiment passé à autre chose? Oui. Je ne te crois pas. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Elle est restée là 1 minute de plus, pleurant, attendant que je cède. Je n'ai pas cédé. Finalement, elle s'est retournée et est allée à sa voiture, une vieille berline que je ne reconnaissais pas. Elle est restée 1 minute, la tête sur le volant. Puis elle est partie. Sylvain a fermé la porte. Silence. C'était brutal. Il le fallait. Nous sommes retournés sur le canapé, nous avons regardé le reste du match, nous avons ri, nous avons parlé de choses normales, du travail, de la salle de sport. Du dernier rendez-vous de Sylvain qui s'est mal passé. Les aléas de la vie. Plus tard, après le départ de Sylvain, je me suis assis sur mon canapé, dans ma maison silencieuse, sans drame, sans chantage émotionnel, sans exigence, juste la paix. J'ai mis de la musique, j'ai regardé autour de mon espace, ma maison, ma vie, tout en ordre, exactement comme je le voulais. 3 ans de mariage envolé. 6 mois de chaos terminé. Un commentaire irrespectueux. C'est tout ce qu'il a fallu. Ça en valait la peine. Commentaire, j'espère que ce récit résonne en vous d'une façon ou d'une autre. Le respect de soi n'est pas une option, c'est un fondement. Savoir poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais un acte de préservation. Chacun de nous est responsable de la paix qu'il cultive dans sa propre vie. Parfois, la décision la plus courageuse, et la plus saine, est de choisir de s'éloigner d'une situation qui ne nous sert plus. La guérison commence souvent par une décision ferme de se choisir soi-même. Il est essentiel de se rappeler que nous méritons tous un environnement où nous sommes respectés et valorisés. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos sentiments ou vos limites sont déraisonnables. Prenez soin de vous et de votre tranquillité d'esprit, car c'est votre bien le plus précieux. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.